Wesh YouTube, comment vas-tu? Je reviens aujourd'hui avec un J'ai lu quoi parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait et j'ai accumulé un peu de retard quant aux chroniques de mes lectures. Et du coup on va rattraper ce retard, du moins tenter de le faire. Aujourd'hui je te parle de certaines de mes dernières lectures. Je vais commencer sans plus tarder avec la première lecture de cette vidéo qui est Vipère au point d'Hervé Bazin. Depuis le temps que ma mère me tanne pour que je le lise, Hervé Bazin est un de ses auteurs, je pense, favoris. Et c'est chose faite, j'ai lu Vipère au point et j'ai adoré, tout simplement. C'est l'histoire de Jean Roseau et de Roseau, c'est pas du tout Roseau d'ailleurs, Jean Roseau, je sais pas comment on dit, on va dire Jean. Et de ses frères et de la vie auprès de leurs parents et principalement de cette mère absolument tyrannique, et encore le mot est faible, c'est une pourriture absolue. Et on sait que c'est un récit qui est largement autobiographique, ce qui je trouve rend la chose encore plus difficile parce que vraiment cette mère est odieuse. Quand ma mère me parlait d'Hervé Bazin, elle me parlait essentiellement de son style, et alors oui, quel style. Je trouve qu'il est particulièrement pointilleux dans le choix de ses mots, il est hyper méticuleux. Vraiment, je trouve qu'il est d'une précision redoutable, ce qui fait que ses images sont parfaitement claires, très parlantes et franchement visuelles. Je te dis, on sent qu'il aime les mots et je trouve que c'est d'autant plus appréciable que cette précision et les jeux qu'il fait avec la langue sont vraiment d'une très grande finesse. Et alors, on va pas se mentir, autant j'aime ce style particulièrement soigné, autant à des moments, c'est presque un poil trop. C'en est pas du tout indigeste, mais ça peut, je trouve, à des moments un petit peu altérer la fluidité du récit et ça m'a parfois un petit peu détachée de la chose parce que c'est un style qui est particulièrement analytique et qui, du coup, a quelque chose d'un petit peu froid. Et pourtant, on rentre dedans parce que très vite, on a une tendresse naturelle qui se crée pour ce gosse. Une tendresse un peu protectrice en opposition à ce que cette mère leur fait subir. Alors je dis cette mère, mais j'ai détesté le personnage du père qui se veut d'une fausse bienveillance mais qui est d'une lâcheté sans nom. Parce que globalement, il a juste pas envie qu'on l'emmerde et que du coup, il laisse tout passer jusqu'à tolérer la maltraitance de ses enfants. Enfin vraiment, je l'ai trouvé détestable dans son inaction en fait. Et rapidement, je trouve que ce style, comme je te disais, très analytique et même dans cette espèce de froideur arrive à nous rattacher aux émotions, au questionnement profond de cet enfant, à cette haine qu'il voue à cette mère, à cette haine qu'on finit par partager avec lui. On a envie qu'elle crève, globalement. Et finalement, j'ai trouvé que ce texte, il était presque à fleur de peau. Il a quelque chose, et je te dis, même dans cette distance qu'il impose, de très vrai, terriblement sensible. Et ouais, il sonne à vif. Je sais pas si ça a du sens. Il y a un ton un petit peu sarcastique, en plus, qui est employé tout au fil du texte, qui, je trouve, apporte une espèce de fausse douceur, truc un peu naïf et enfantin. Alors, le texte est, encore une fois, dans sa globalité, douloureux, mais ça permet, ouais, mine de rien, une forme de douceur qui nous rattache à cet enfant, principalement à cet enfant-là en particulier. Et puis voilà, c'est l'histoire de ce gosse, de sa soif de rébellion, d'émancipation, d'affirmation de soi et de rejet profond de cette mère. Et puis alors, la fin. Quelle fin! Les deux dernières pages sont somptueuses, profondément bouleversantes. La fin m'a fait l'effet d'une claque, c'est un coup de poing. Les mots sont d'une intensité, d'une force. La fin m'a retournée. J'ai trouvé le roman très bon, j'ai trouvé cette fin brillante. À tel point que je l'ai déjà relu plusieurs fois depuis que j'ai fermé le livre parce que vraiment, je la trouve tellement percutante, elle est incroyable. Et ça fait passer ce texte, en tout cas dans mon ressenti, d'un très bon texte à un texte grandiose, quoi. Parce que vraiment, j'ai trouvé la fin, je me répète, mais extraordinaire. J'ai enchaîné quelques temps après, mais je trouvais ça plus judicieux de les mettre à la suite dans cette vidéo avec La mort du petit cheval, qui est donc la suite directe de Vipère au point, puisqu'on suit ici Jean à partir de ses 18 ans et du moment où il quitte la maison pour en fait entamer ses études. On va assister ici beaucoup plus à la construction de l'homme du début de l'âge adulte avec ses bases très peu solides, on va pas se mentir. Les choix qu'il va faire, ce qui les motive, principalement la haine et je te dis, le rejet, mais encore le mot est faible, de cette mère et de ce qu'elle décide pour lui. Tout ce qu'il choisit de faire, c'est en opposition à ce qu'elle souhaite en fait. Et j'aime beaucoup l'ambivalence que ça crée où cette mère qui est motivée par la haine profonde, qui est d'une méchanceté, et lui qui commence à, malgré lui, reproduire les mêmes schémas parce que tout ce qu'il fait est motivé par la haine et la volonté de blesser cette mère. On se rend compte presque plus ici de la méchanceté de cette femme. Alors, je l'ai trouvée beaucoup plus touchante
entre guillemets dans le premier parce qu'on touche à des enfants et que moi c'est tout de suite quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Dans celui-ci, elle est affligeante parce qu'on se rend compte que même une fois que Jean s'en va, elle essaye de lui gâcher la vie en permanence. Elle ne supporte pas l'idée qu'il puisse être heureux seul, et elle met tout en œuvre pour lui pourrir la vie. Et c'est terrifiant, quoi. On voit comment est-ce qu'il apprend à grandir, à se construire, comment est-ce qu'il appréhende l'affection, l'amour, lui qui n'en a quasiment pas reçu. Pareil, le style est absolument égal au premier, mais je trouve que l'analyse des sentiments, de ses questionnements, elle est particulièrement prenante ici. Parce qu'encore une fois, on se rend compte de cette idée de transmission de la haine, et en même temps, il a une telle honnêteté dans ses tentatives de compréhension de ce qu'il ressent, de pourquoi il le ressent, de ce qu'il a envie d'être ou non, de pourquoi est-ce qu'il agit de la manière dont il agit. Et ouais, j'ai trouvé ça très honnête, en fait. J'ai été moins touchée par celui-ci que par le premier parce qu'encore une fois, on n'est plus face à un enfant, on est face à un jeune adulte. Pour autant, c'est une excellente suite. J'ai aimé sa façon de décortiquer tout ça et je lirai la suite parce qu'il me semble qu'il y en a un troisième et je la lirai avec grand plaisir. Ensuite, je te parle de C'est comme ça d'Oriane Velten que j'ai reçu de la part des éditions Nemos en service presse numérique. C'est l'histoire de Cassandre qui est une croyance. Parce que oui, dans ce texte, les croyances ont une espèce de vie propre, parallèle à la nôtre, donc nous ne les voyons pas, mais pourtant eux, ils évoluent autour de nous. Et quand je te parle de croyances, ça va de la fée Clochette à Jésus, à Apollon, etc. Ces croyances, elles existent parce qu'on entretient leur mémoire, parfois parce qu'on entretient des mythes, etc. Et un jour, l'une d'elles meurt, Robin des Bois. Cassandre, immédiatement, elle comprend qu'il y a un problème parce que pour qu'une croyance meure, il faut soit qu'on ait totalement cessé de parler d'elle et que donc, elle soit oubliée, ou qu'elle ait été tuée en duel, etc. par une autre croyance. Tout le monde pleure la mort de Robin des Bois. Cassandre, elle, est bouleversée parce que ça veut dire qu'elle peut disparaître. Elle veut absolument comprendre pourquoi Robin des Bois est mort, parce que clairement pour elle, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. On va pas se mentir, j'ai été plutôt déçue par ce texte et j'ai pas été convaincue. C'est une autrice qui m'intriguait beaucoup, principalement avec son texte là, Ciqma, C-I-Q-M-A, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Et quand j'ai vu l'annonce de celui-ci, toute l'idée autour des croyances, de l'oubli, j'ai trouvé ça hyper intriguant et je me suis lancée dedans avec beaucoup d'envie et j'ai assez vite déchanté. Alors qu'on se le dise, c'est pas du tout un mauvais texte, hein. Le style est cool, il est fluide, il est très abordable. Il manque un poil de rythme à mon goût dans toute la bonne première moitié du texte qui n'a pas vraiment su, moi en tout cas, suffisamment entretenir mon intérêt. Mais je maintiens, c'est pas un mauvais texte. Il est rempli d'excellentes idées. Déjà, je trouve que sa forme, elle est très intéressante parce que c'est un peu présenté comme une enquête. Cassandre, elle va tenter de comprendre qui a tué Robin des Bois et le côté enquête, je trouve qu'il promettait quelque chose d'un peu prenant, d'un peu haletant. Même si tu comprends, pour moi, ça n'a pas vraiment pris. J'ai adoré l'idée des croyances et de tout ce qu'elle développe autour. Ce qui les maintient en vie, la peur de l'oubli, de la disparition. Il y a toute une question un peu plus profonde autour de vraiment l'idée de croyance, de foi et de peut-être en fait leur importance. Est-ce que le rejet total de tout ça ne serait pas en soi une nouvelle forme de croyance avec ses dérives aussi? Je trouve qu'il y a un propos qui est franchement intéressant. Maintenant, ouais, je te dis, malheureusement pour moi c'est tombé à plat, il m'a clairement manqué quelque chose. J'ai pas franchement réussi à m'attacher au personnage de Cassandre et je pense que la première moitié du texte n'a pas aidé. Et ouais, j'ai trouvé que ça prenait un peu son temps à rentrer dans le vif du sujet et qu'une fois que c'était fait, on allait assez vite. Il y a certains propos que je trouve pas assez développés qui m'ont donné une impression un peu de fouillis, qui ont fait que moi personnellement je suis passée à côté de ce texte. Que, encore une fois, j'ai pas trouvé mauvais, hein. J'ai pas du tout passé un mauvais moment. Je te dis, la plume est agréable, l'idée est franchement bonne, le sous-texte l'est aussi. Maintenant, moi, il m'a manqué quelque chose. Et je me rends compte d'autant plus avec le temps qui passe que je trouve que c'est un texte qui, pour moi, est très oubliable. Maintenant, c'est très personnel et je pense franchement que c'est un texte qui peut plaire à pas mal de monde. C'est juste pas mon cas. Le livre dont je te parle ensuite m'a beaucoup plus plu puisque je lui ai mis une très bonne note. Je crois que je lui ai mis un 16,5 ou 17 sur 20. Oui, je commence à noter sur 20. Ça tâtonne hein, dans mon système de notation. Mais toujours est-il que je lui ai mis une très bonne note. C'est L'Indésirable de Sarah Waters que j'ai ici édité chez De Noël et traduit par Alain Defossé. L'Indésirable, c'est un texte que je voulais lire depuis un moment, que j'ai lu dans le cadre de ma vidéo sur les maisons dans la littérature. Parce que c'est un texte qui revient assez facilement quand on parle de l'idée de maison hantée. Et pour le coup, celui-ci m'a franchement conquis.
On fait la rencontre ici d'un médecin, le docteur Faraday, je crois qu'il s'appelle, qui se retrouve à faire une consultation dans une grande maison qui hantait autrefois ses rêves d'enfant, puisque sa mère y travaillait et que donc il est arrivé à plusieurs reprises qu'il y passe. Et comme je te disais, il revient donc pour une consultation une fois adulte dans cette demeure qui clairement est en déclin. Il y trouve une famille au bord du gouffre qui tente de maintenir les apparences, ils ne s'en sortent plus financièrement. Le père est décédé, la mère tente tant bien que mal de maintenir les apparences. Le fils, lui, a été grièvement blessé pendant la guerre. Et on a aussi la fille qui reste pour s'occuper de cette famille. Lui, il va rapidement se prendre d'affection pour eux, pour le lieu aussi, pour ce qu'ils incarnent tous. Et il va donc essayer à sa manière de les aider, de les soutenir du mieux qu'il le peut. Il va passer de plus en plus de temps dans cette demeure. Et alors, il va se rendre compte avec ses habitants que des choses étranges se produisent. Je te le dis, sans surprise, j'ai beaucoup aimé. C'est tout à fait mon genre de lecture. On est dans une ambiance plutôt gothique, avec une vieille demeure, des événements un petit peu frissonnants. On prend le temps d'installer un décor, de poser une atmosphère. J'ai aimé le fait qu'on prenne notre temps d'une manière très efficace. J'ai beaucoup aimé la plume qui sonne clairement roman gothique du 19e et j'ai trouvé ça très appréciable, très agréable. Clairement, elle est née en 1966, mais ça sonne comme le style d'un autre temps et d'un autre temps que moi j'adore. Je te dis, j'aime particulièrement le fait qu'on prenne notre temps parce que on s'installe petit à petit dans quelque chose de tendu et alors des événements étranges, il n'y en a pas tant que ça. Et parce qu'il n'y en a pas tant que ça et qu'au début il semble un peu anodin, la moindre petite chose a une résonance et une intensité toute particulière, j'ai beaucoup aimé quoi. J'adore en plus, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup par exemple dans les nouvelles de Maupassant ou de Gogol, quand on joue avec les frontières du réel et de la folie. Parce que je te dis, au début la plupart des événements peuvent être expliqués. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'au final on finit par créer quelque chose parce qu'on y croit et parce qu'on l'entretient? Bref, j'adore ces questions-là. Je t'en ai déjà parlé du coup dans ma vidéo sur les maisons. J'ai adoré ici la maison. Elle a une atmosphère dans laquelle on s'imprègne. C'est délicieux. La construction des personnages est particulièrement réussie. Je l'ai trouvée très fine et intelligente. Et j'avais noté dans mes prises de notes que je trouvais que c'était un texte empli d'élégance. C'est absolument le cas. C'est pour moi un excellent roman gothique avec une élégance d'antan. J'ai enfin commencé Les Rois Maudits de Maurice Druon en lisant le premier tome qui s'appelle du coup Le Roi de Fer. Et sans surprise, j'ai passé un excellent moment. Le texte s'ouvre avec le procès et l'exécution de Templiers sous les ordres du roi Philippe le Bel. Ils sont accusés de bien des choses et donc condamnés à mort et c'est sur le bûcher, juste avant de mourir, que le chef des Templiers va maudire sur 13 générations le roi Philippe le Bel. On est en 1314 et la cour et la famille royale vont vite se rendre compte que des malheurs vont commencer à les toucher et qu'il se pourrait bien que cette prophétie, cette malédiction, soit en train de se réaliser. Ma première note de lecture est la suivante. Ça, quel plaisir! Et franchement, oui, quel plaisir. On est dans un tome qui est très introductif, hein, il y en a 6 autres, je crois, qui suivent. Donc forcément ici, on est dans la construction des bases, mais c'est fait avec une efficacité indiscutable. J'ai été prise dans l'histoire et ce, dès les premières pages. On a tout un panel de personnages qu'on commence à apprivoiser, dont on commence à comprendre les positions, les envies, les enjeux. On voit un peu ce qui se dessine, ce qui va se jouer en fait. Et c'est très bien fait, vraiment. J'ai très peu de choses à dire sur ce texte parce que, encore une fois, on est sur une introduction, mais c'est une mise en bouche délicieuse et qui donne envie d'en voir plus. Je trouve que les personnages nous sont vraiment bien présentés, ils sont très ancrés en fait, ils ont du poids, ils ont de la densité, c'est quelque chose dont je te parle souvent mais parce que j'y accorde beaucoup d'importance. On sent clairement qu'on est face à une grande fresque historique qui va être palpitante, qui va être entraînante et j'ai refermé le tome, je n'avais qu'une envie, c'était de me jeter sur le suivant. Excellente entrée en matière. Le dernier court livre dont je te parle avant de te parler de 2 graphiques, c'est La source cachée de Ella S. Haas que j'ai ici édité chez Babel et traduit du néerlandais par Anne-Marie de Bos-Diez que j'ai lu pareil dans le cadre de ma vidéo sur les maisons. C'est un petit texte tout en douceur mais que j'ai là aussi beaucoup aimé. L'histoire elle s'ouvre sur Jurgens, je sais pas comment on dit, pardon, qui arrive dans une vieille propriété au milieu des bois. Cette maison, avec son parc, elle appartient à la famille de sa femme qui vient d'en hériter et lui arrive pour faire un peu le ménage, faire le tri dans le but ensuite de la vendre.
Dès son arrivée, il va être frappé par l'atmosphère des lieux qui va complètement l'envoûter. Et alors, à défaut de faire du tri, il va essayer d'en savoir plus sur ce lieu, sur son histoire, sur ses habitants, sur tout ce passé qui est franchement brumeux. Ce qui m'a plu dans ce texte et ce qui m'a frappé, c'est pas tant l'intrigue et l'envie de comprendre l'histoire de cette famille, mais alors c'est cette ambiance. Tu le sais, j'aime ça. Et alors là, mais qu'est-ce qu'elle est agréable. Je te dis, il est envoûté, presque ensorcelé, et nous aussi. Et ce que j'aime avec cette autrice, c'est clairement sa grande sensibilité qu'elle met tout à fait en avant ici avec beaucoup de justesse. C'est empli de romantisme, c'est tellement, tellement agréable comme lecture. On est sur une maison ici un petit peu hantée aussi, hantée par un souvenir, hantée par une présence, ou du moins les restes d'une présence, mais qui a quelque chose de pas du tout terrifiant. C'est magnétique, c'est mystérieux, c'est quelque chose de latent qui plane mais sans jamais nous effrayer. Et c'est clairement un texte dont je garde un souvenir particulièrement doux et je sais que c'est ce qui perdurera. Qu'est-ce qu'elle écrit bien! Oui, moi j'aime sa façon de tisser les histoires, c'est tellement plaisant, la nature en plus de ça, alors la maison là aussi a une grande place dans ce texte, et alors la nature luxuriante mais presque dévorante, elle a une place centrale dans le texte et elle rajoute à cette ambiance brumeuse, mystérieuse mais remplie de magie. Et oui, c'est un texte encore une fois très romantique duquel je garde un souvenir particulièrement tendre et que rien que pour ça je te recommande. Pour ce qui est des graphiques, j'ai lu le premier tome d'un petit manga absolument délicieux. C'est le premier tome de Louvre de Miyako Miya, édité ici au Renard Doré, que j'ai reçu en service presse et qui est traduit par Cyril Copini. C'est le premier manga que je lis, édité chez le Renard Doré, et alors je vais déjà souligner la qualité d'édition qui est vraiment agréable et qui, moi je trouve, rajoute quelque chose à l'expérience de lecture. Louvre, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur pas comme les autres, puisque elle, justement, tu le vois sur la couverture, est une louve. Ils habitent quasi isolés avec leur petit troupeau de moutons, principalement pour la protéger, elle. C'est vraiment mis en place un peu comme une espèce de recueil. On a plusieurs histoires qui à chaque fois mettent en scène une situation créée par une rencontre. Par exemple, Alicia l'archéologue, Tété la mémère, Blanc le chasseur, Céline la jeune duchesse, Chibi le petit agneau, etc. Et à chaque fois, on voit donc, à travers, je te dis, une rencontre, comment ils sont vus, comment... elle, principalement, est perçue, les a priori, les jugements, ou parfois au contraire le non-jugement. Je te dis, ces histoires, elles tournent à chaque fois autour d'une rencontre d'un personnage, et parfois le personnage, c'est leur chien, un petit agneau du troupeau. Et je vais te le dire, j'ai été emballée par cette proposition. Je crois que c'est en 2 tomes que c'est prévu, et j'ai également reçu Conte de la nuit de Miyako Miya que j'ai hyper hâte de lire, qui est un recueil aussi de contes, et de toute façon même dans celui-ci il y a quelque chose de l'ordre du conte. On sent que c'est un format, elle est très sensible, et alors sensible c'est le mot parce que clairement ça l'est du début à la fin. J'ai trouvé ça impactant dans sa douceur, le dessin lui aussi en est empli. Je l'ai trouvé très sobre, plein de nuances et particulièrement joli. Vraiment, ce qui ressort de ce texte, c'est qu'est-ce que c'est joli. C'est une lecture qui fait du bien dans sa tendresse, dans ce qu'elle nous raconte. Encore une fois, c'est un texte très sensible qui parle de choses pas toujours simples, et pourtant ce qui en ressort, c'est du calme. Vraiment, j'ai trouvé que il y a un sentiment de calme. C'est un très beau texte sur l'acceptation, sur l'amour, parce que qu'est-ce qu'ils s'aiment, ce frère et cette sœur. Bref, j'ai adoré, j'ai très hâte de lire la suite. C'est une très très belle découverte. Et on va conclure sur, alors là aussi, une sacrée belle découverte, parce qu'on est sur un coup de cœur, mais... je pense que je suis face à mon nouveau roman graphique préféré. C'est évidemment Minuit passé de Gaëlle Genelier, que j'ai reçu de la part des éditions Delcourt, qui est juste déjà une beauté absolue et duquel je suis tombée amoureuse, tout simplement. On est avec Guerlain qui retourne s'installer dans la maison de son enfance accompagné de son fils. Il redécouvre, et j'ai presque envie de te dire, il découvre les lieux de sa jeunesse, desquels et de laquelle il n'a quasi aucun souvenir. Guerlain, il a des insomnies et pendant ces nuits, il erre dans le lieu. Et alors, là aussi, des événements étranges vont commencer à se produire. Il sent une présence et il ne va avoir d'autre choix que de se replonger dans ce lieu, dans cette enfance, dans ces souvenirs oubliés. Et c'est un bijou. C'est pour moi un sans faute sur absolument tous les points. Graphiquement, les planches sont d'une beauté absolue. Moi, c'est tout à fait ce que j'aime. On sent que les détails sont particulièrement soignés, jusque dans l'encadrement, dans la mise en page, dans les couleurs. Tout est... Oui,
sublime. J'ai été très sensible vraiment aux soins apportés ici, aux détails et aux finitions. Et alors l'histoire, tout m'a plu. Quand je te parlais avant de la sensibilité, ici on est dedans, c'est tellement sensible, tellement poétique dans les mots, dans le sens, dans les images, c'est sublime. De toute façon, moi je suis amoureuse, hein, tu l'as compris. Et cette poésie qui émane de ces pages, elle pénètre et elle touche directement en plein cœur. Moi, en tout cas, c'est là qu'elle a su me cueillir. J'ai pas envie de t'en dire trop quant à l'histoire parce que je pense que ça vaut la peine d'être vraiment découvert et que j'aurais pas envie d'entacher ton expérience de lecture. Mais parfois, c'est frissonnant, on a envie de comprendre. L'ambiance, là aussi, est particulièrement réussie. C'est, je te dis, un peu frissonnant, mais avec tellement au fond de douceur, d'amour. C'est une très grosse claque pour moi. J'ai été profondément touchée par cette histoire. J'en ai été émue à plusieurs moments et je sais que c'est une BD que je vais relire, que je vais garder, que je vais chérir. Parce que clairement, oui, c'est un très très gros coup de cœur, tu le comprends. Et je suis face à une histoire qui, je le sais, va m'habiter vraiment longtemps. On a donc fait le tour de ces quelques lectures qui, dans l'ensemble, tu le comprends encore une fois, sont excellentes. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si tu en as lu certaines, ce que toi tu en as pensé. Je suis curieuse si tu as comme ça un graphique coup de cœur, n'hésite pas à me le partager. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je voulais te remercier de l'accueil que tu as réservé à ma précédente vidéo, ça m'a fait très plaisir, je suis ravie qu'elle t'ait plu. Et voilà, hein, moi je m'arrête là. On se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour un autre point lecture parce que j'ai du retard, comme je te l'ai dit. Et d'ici là, prends bien soin de toi.